Eh ben, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des professionnels une correction. Les actions américaines qui sont entrées en phase de correction baissent autour de 10% depuis les points hauts. C'est vrai que depuis quelques séances, le calme semble à peu près revenu. Mais que se passerait-il si Wall Street devait de nouveau décrocher? Est-ce que cela mettrait en péril la vraie vie des gens, l'économie américaine? Réponse avec vous, John Plassard. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard avec nous en duplex de Genève pour la Banque Mirabeau. C'est vrai que de plus en plus d'investisseurs, c'est un discours qu'on entend, craignent que de nouvelles baisses, si d'aventure il y en avait, de nouvelles baisses à Wall Street, puissent se répercuter dans la vraie vie des gens, sur l'économie réelle. Est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait. D'abord, il faut juste rappeler quelque chose, c'est que la majeure partie des Américains ont des actions en portefeuille et donc qui ont été achetées quelquefois ou léguées par leurs parents, quel que soit le montant. Et on dit toujours que la richesse d'un Américain, eh bien, se traduit par un bien immobilier acheté à crédit ou pas, et puis des actions. Donc, si vous avez le bien immobilier qui baisse, la valeur du bien immobilier qui baisse, donc vous avez votre richesse qui baisse, et si vous avez votre portefeuille boursier qui baisse, eh bien, vous avez moins de richesse. Et ce qui est très, très intéressant de noter, si on parle, et on va parler des marchés boursiers, mais si on parle des marchés immobiliers, c'est que la demande de crédit à la consommation par rapport à la valeur et la hausse de votre maison n'a jamais été aussi importante. C'est-à-dire que vous avez jamais eu autant d'Américains qui ont été à la banque en disant, bah écoutez, j'ai acheté ma maison à 500 000 dollars, maintenant elle vaut 600 000, donc vous pouvez me prêter plus pour que je puisse consommer. Donc on est vraiment dans cette idée que la richesse américaine, c'est la maison et aussi le portefeuille boursier. Et évidemment, si vous touchez à la valeur de la maison ou à la valeur du portefeuille, c'est-à-dire que le S&P baisse, et vous l'avez dit, on est en zone de correction, eh bien, vous touchez directement au nerf de la richesse, toujours à crédit, américaine. Ouais, effet richesse, John, qui joue aussi positivement. Ça joue dans les deux sens, évidemment. Après, l'immobilier, ça concerne évidemment tous les Américains, tous les Mr. Smith. Mais après, les actions, on se dit que c'est plutôt les plus riches qui détiennent des actions en direct, non? Non, 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 et c'est justement c'est une idée qui est fausse. Pourquoi? Et c'est ce que je disais avant, c'est que vous avez beaucoup d'Américains qui reçoivent en héritage d'une certaine manière un portefeuille boursier, qu'il soit petit ou grand, peu importe, mais auquel ils ne touchent pas. C'est quelque chose d'assez induit dans la culture américaine. Vous avez plus de 50% des Américains qui ont des actions, c'est plus qu'en Europe. Et effectivement, ça paraît bizarre parce qu'on sait très bien que on a une classe moyenne qui est très pauvre aux États-Unis. On en a déjà parlé ensemble, David. Mais là, c'est quelque chose auquel on ne touche pas. Mais ça, c'est la richesse qui baisse. Et vous l'avez dit très justement avant, si vous avez le portefeuille boursier qui monte, comme on l'a eu toutes ces dernières années, bah vous avez cette richesse aussi qui monte, richesse latente parce qu'elle n'est pas exécutée, vous n'avez pas vendu vos actions. Oui, après, il faut dire aussi, et j'ai découvert en préparant d'ailleurs ce chiffre-là, en préparant l'interview, John, c'est qu'aux États-Unis, les 10% des ménages les plus riches représentent à eux seuls près de la moitié des dépenses totales de consommation. Donc évidemment, Ouais. l'évolution de leur portefeuille boursier de Wall Street a un impact direct ou indirect sur leur consommation au quotidien. Oui, tout à fait, exactement. Mais alors, ça, c'est seulement une partie du problème, entre guillemets, de la poursuite ou non de la baisse du S&P 500, parce que ce qui est très intéressant, c'est que si vous avez la bourse qui dévisse ou qui continue à baisser, bah, évidemment, vous avez une baisse de la confiance dans les entreprises. Baisse de la confiance, par exemple, on a vu Nvidia, par exemple, qui a baissé depuis le début de l'année, après avoir monté énormément ces dernières années, mais depuis le début de l'année, c'est pas en rapport avec les résultats, mais c'est en rapport avec l'entreprise. On a une confiance qui s'abaisse en se disant oui, alors il y a plusieurs, il y a plein d'arguments en se disant oui, il y a la concurrence chinoise, etc., 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 mais on a un affaiblissement de la confiance dans les entreprises, et évidemment, ça, c'est pas bon. Là-dessus, on peut aussi pousser le curseur en disant que si vous avez la baisse, une poursuite de la baisse des valorisations des entreprises, eh bien, ça pousse ces entreprises à réduire leurs coûts, notamment par des licenciements. Donc, on voit que en bourse, si vous avez un titre qui
dévisse, alors pas moins 10%, parce que c'est pour l'instant une respiration, je dirais, du S&P 500, mais on est dans une situation où potentiellement, eh bien, une entreprise, si ça se poursuit, va dire, bah écoutez, moi, je vais devoir licencier. Et dernier point très important, David, c'est que, en fait, et on l'a vu ces dernières semaines, lorsque la bourse américaine baisse, ça traduit aussi le fait qu'on a des sorties de capitaux, des sorties de flux financiers des États-Unis vers la Chine, mais surtout vers l'Europe ces derniers temps, avec toutes les annonces qu'on a eues. Et c'est ça qui est très important, parce que effectivement, on se dit que l'Eldorado, c'est peut-être plus seulement les États-Unis, mais aussi potentiellement l'Europe, avec ce réveil, ce wake-up call dont on a déjà parlé de l'Europe, avec les annonces qui ont eu lieu en Allemagne notamment. Après, on se dit, mais quel impact réel une baisse de Wall Street peut avoir sur la vraie vie des gens? Et il y a un économiste d'Harvard, c'est ce que je disais dans Les Échos, qui estime qu'une baisse des marchés financiers américains de 20%, ça ampute la croissance annuelle américaine d'un point de pourcentage. Moi, je dis, c'est pas rien. Non, c'est pas rien du tout, mais vous avez raison. Vous savez, on en a assez parlé. 73% de la constitution du PIB américain, de la croissance américaine, c'est de la consommation domestique. Donc, si on touche à la richesse, si vous perdez votre travail parce que vous avez votre entreprise qui a dévissé en bourse ou parce que vous avez un désamour de votre entreprise en bourse, eh bien, évidemment, ça a un impact sur la croissance américaine parce que on consomme moins. Et ce qui est très intéressant de noter et de remarquer aujourd'hui, c'est que malgré le fait qu'aux États-Unis, on a une croissance de 4,1%, pardon, un taux de chômage de 4,1%, eh bien, on est dans une situation où énormément d'entreprises, on a eu FedEx hier soir, on a eu Nike aussi hier soir, on a eu les croisiéristes, on a eu Walmart, on a eu Target, on a eu Kohl's qui vous disent que les Américains eh bien, commencent à réfléchir un tout petit peu différemment. Non pas qu'ils soient plus au chômage, mais ils commencent à réfléchir un peu plus différemment parce que potentiellement, on est dans une situation où on peut rentrer en récession. Et il y a un lien entre le S&P 500 et la récession, parce que normalement, dans l'anticipation de la récession, eh bien, à chaque fois dans l'histoire, eh bien, le S&P 500 baisse. Donc, il y a un espèce de chat qui se mord la queue, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais ou serpent qui se mord la queue, avec le fait qu'on anticipe que ça va arriver. En anticipation, eh bien, les entreprises sur le S&P 500 baissent et la richesse, donc, baisse aussi. Après, tout dépend évidemment pour voir l'impact, l'effet qu'a une correction boursière sur l'économie réelle. Ça dépend évidemment de l'ampleur, mais aussi de la durée du mouvement Oui, boursier. tout à fait. Alors, il y avait un point avant que je trouvais très intéressant, c'est cette question de confiance. Vous savez, la confiance, c'est vraiment le moteur aussi de la consommation et le moteur de l'évolution des cycles boursiers et du S&P 500, tout simplement. C'est-à-dire que si vous avez confiance dans le S&P 500, eh bien, il n'y a aucun problème, ça monte. Mais si vous n'avez plus du tout confiance, ben, on peut avoir un emballement. Vous savez, là, on est à moins 10%, on pourrait baisser à moins 20% s'il y avait une perte de confiance totale dans le S&P 500. Alors, moi, perso, je pense que on est dans une situation où on est plutôt dans une prise de profit. On essaye de voir ce qui se passe au niveau de la politique et de la géopolitique, et notamment la mise en place de tarifs douaniers. On attend de voir si le Congrès va voter la baisse des impôts de 21 à 15% en deuxième partie d'année. Et donc, on est plutôt dans un mode attentiste où on prend des profits. Si on peut prendre des profits, et puis on essaye de diversifier un peu plus. Vous vous souvenez, on en a assez parlé depuis le début de l'année, cette fameuse 3D, diversification, diversification, diversification. Ce qui n'était pas le cas l'année passée, puisqu'il fallait, entre guillemets, en regardant dans le rétroviseur, seulement, ce que j'ai pas fait, seulement acheter le S&P 500. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau en duplex avec nous depuis Genève. Salut John, merci. Très bon week-end.